Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, c'est toujours les petites émissions que je fais en attendant de finir mon gros podcast. Oui, je sais, j'avance doucement, t'as le droit d'être en colère, mais ça me fera pas avancer plus vite. Et c'est une émission où on va parler en fait des comportements financiers dont je te parle tout le temps. Et figure-toi que je suis tombé là-dessus et ça corrobore complètement mes propos habituels. Donc je vais pas te faire une énorme introduction parce que j'ai envie qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Je te rappelle simplement que tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission, ou alors tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission et c'est ce qui m'aide encore le mieux. Tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et si tu veux un coaching avec moi, c'est pareil, il y a un onglet coaching, tu cliques et on travaille ensemble. Et puis moi, sans plus de transition, je demande à Patrick de foutre le magnéto et on attaque. Moins de 1% des gens acquièrent l'indépendance financière. Cela signifie que 99% des gens vivent dans le fantasme de devenir riches. Si vous leur demandez ce qu'ils feraient s'ils avaient 10 millions de dollars, qu'est-ce qu'ils feraient de leur vie? Eh bien, je peux vous garantir que 2 à 8 millions de dollars seraient dépensés en moins d'une semaine. Si vous leur demandez ce qu'ils feraient s'ils avaient 10 millions de dollars, ils vous diraient sans doute qu'ils achèteraient des voitures, des bijoux, des vêtements, qu'ils partiraient en voyage. Ils agiraient comme des consommateurs et dilapideraient leur patrimoine. La plupart des gens dépensent leur argent dans des biens consommables ou dans des biens qui perdent de la valeur au fil du temps. En vérité, très peu de personnes agissent dans le but de se constituer un patrimoine. Vous devez absolument comprendre que vous devez investir et acheter des choses qui prennent de la valeur si vous souhaitez devenir riche. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que je suis fichtrement d'accord avec lui. Et tu devrais faire le jeu. Je te verse 10 millions là, je te fais un virement de 10 millions. Qu'est-ce que tu fais? Et réponds de suite du tac au tac. Quelle est ta première pensée? C'est une question que je t'ai déjà posée plusieurs fois. Et en vérité, la pensée qui te vient en tête, elle en dit long sur le type de personne que tu es. Et c'est pas un jeu avec lequel moi je peux jouer avec toi, tu vois. En gros, tu peux jouer tout seul à ce jeu. Il n'y a personne qui peut t'aider. Et c'est révélateur. Et tu ne dois pas voir ça de manière négative. C'est pas grave si tu me dis, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter une maison ou je ne sais quoi, je vais m'acheter un truc, tu vois. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, c'est de ne pas essayer de comprendre la situation, de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à travailler sur cette volonté profonde que tu as à acquérir ces objets qui perdent de la valeur et cette non-volonté, parce que c'est plutôt ça, c'est le manque de volonté que tu as pour apprendre à créer de la valeur. Parce qu'en fait, derrière ce qu'il est en train de te dire, il y a un processus qui est quand même compliqué. Il n'y a pas que simplement le fait de vouloir se constituer un patrimoine. Il y a la négociation, parce que tu peux vouloir acheter des choses, mais faut-il encore apprendre à les négocier? Il y a le choix des domaines dans lesquels tu vas investir et la connaissance qui s'attache avec. Donc, c'est encore une masse de travail supplémentaire. Et puis, il y a le passage à l'action. Donc, comme tu peux voir, ce n'est pas quelque chose d'anodin et ce n'est pas non plus, j'ai envie de dire, anormal qu'autant de gens ne fassent pas l'effort. Je vais te le dire autrement. Quand tu vois la somme de tout ce qu'il y a à faire pour apprendre à devenir indépendant financièrement, se constituer un patrimoine, générer des rentes, enfin bref, toute la masse de travail qu'il faut générer pour acquérir cet état d'esprit, eh bien, je trouve que ce n'est pas anormal finalement qu'il y ait autant de gens qui n'y arrivent pas, qui n'aient pas la volonté, qui ne sont pas capables de faire ce qu'il faut pour obtenir ce résultat. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de dire « je vais acheter des biens de valeur ». Non, il y a tout un processus derrière et qui va même au-delà parce que je t'ai donné les 3 éléments, mais une fois que tu as commencé, faut-il encore comprendre la mécanique qui doit se mettre en place de manière permanente, de sorte que quand on te pose la question de « je te fais un virement de 10 millions d'euros », eh bien la première chose qui te vient en tête, c'est de dire « l'argent, je le mets là, je fais ça avec, qui va me permettre de faire ceci, de faire cela ». Par exemple, nous, tu vois, on attend des sommes d'argent qui arrivent par rapport à notre travail qu'on a au quotidien. Je sais exactement ce que je fais avec l'argent, qu'est-ce que ça va me débloquer, où ça va m'amener et où j'ai envie d'aller avec ces sommes-là. Là où la plupart des gens, comme il le dit, vont se dire « je vais m'acheter tel sac, je vais m'acheter tel truc avec » et où malheureusement ce sont des objets de consommation, des consommables qui perdent de la valeur, mais surtout qui font que la personne qui dépense cet argent pense complètement à côté de son potentiel financier. Et c'est du gâchis financier pur et simple. Moi, je peux que te le montrer, je peux que t'aider comme je le fais là, mais je ne peux pas faire le processus à ta place d'apprentissage de ces compétences pour devenir la meilleure version de toi-même financière. Tout d'abord, vous devez faire le point sur tout ce que vous avez déjà accompli au cours de votre vie. Comment cela vous a servi et comment cela a servi les autres, afin d'éliminer tout sentiment de honte et de culpabilité. Ensuite, vous devez vous asseoir et vous demander « Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens ?»
Parce que vous ne deviendrez jamais riche si vous n'apportez pas de valeur aux autres. Et si vous ne consacrez pas votre vie à aider les autres en leur apportant de la valeur, que ce soit en leur proposant un service ou en leur vendant un produit, alors votre envie de devenir riche sera reléguée au stade du fantasme. Alors votre argent continuera de s'envoler de votre poche pour aller se glisser dans la poche d'un autre. Tout ce qu'il dit est très juste, hein, j'ai rien à redire, à ce détail près que je me concentrerai beaucoup plus sur l'état des lieux pour toutes les personnes qui ont des difficultés à trouver le sujet avec lequel ils vont gagner de l'argent, tout en ajoutant un élément qu'il a quand même oublié qui est important pour moi, c'est le réalisme. C'est un détail très important parce que je vois des gens autour de moi et des gens que je rencontre aussi par le vecteur de là où je me déplace, etc., des clients, etc. Bref, peu importe. Mais je rencontre des gens, tu l'as compris comme tout le monde, bon, tu as compris. Et parmi ces personnes, je constate quand même qu'il y a un phénomène récurrent qui est lourd de conséquences, c'est le manque de, de réalisme vis-à-vis de ses choix dans les activités respectives que l'on peut tous avoir. Je vais le dire autrement pour qu'on se comprenne bien. Il y a des personnes qui vont se lancer dans des domaines d'activité, qui sont des domaines d'activité de leur choix, pour lesquels ils ont une appétence, une envie, une passion, où ils ont envie d'apporter de la valeur, comme il le dit, mais où malheureusement, en se lançant dans cette activité-là, ils vont se laisser aveugler par ce qu'ils désirent au détriment de la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent tellement travailler dans ce domaine d'activité, ils ne gagnent pas d'argent, ils s'obstinent à vouloir rester dans ce domaine d'activité malgré le fait qu'ils ne gagnent pas d'argent. Ils arrivent à un point de non-retour au niveau de leur société, de leur auto-entreprise ou je ne sais quoi, ou de leur situation même parfois, parce que ça a des gens, c'est quand même lourd de conséquences. En France d'ailleurs, à ce propos, on a un énorme avantage qui est aussi un énorme inconvénient, c'est le chômage, les aides à la création d'entreprises. Pourquoi ? Parce que en fait, tu as des gens comme ça qui pendant 1 an et demi, 2 ans vont se mettre dans une activité qui n'est pas viable sur le long terme, qui vont vivre au crochet des aides sociales. C'est pas péjoratif parce que je trouve moi que c'est très bien pour se lancer, mais malheureusement ça va pervertir certains projets parce que les personnes vont pas se connecter à la réalité, c'est ce que j'essaye de dire dans ce passage. Et du coup, non connectés à la réalité, biberonnés avec les aides sociales, ils vont se fourvoyer pendant 1 an ou 2 en usant, en abusant de leurs aides ou de leur situation provisoire, en ne lançant pas du coup une société qui est viable sur le long terme, en passant à côté d'un vrai projet et malheureusement en échouant alors qu'ils n'ont pas échoué, ils se sont juste égarés en ne se confrontant pas à la réalité. Et franchement, le diagnostic c'est vraiment quelque chose d'hyper important et le test aussi est quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire que si tu veux te lancer à ton compte, l'idéal, c'est de lancer un produit et d'être vraiment factuel sur le résultat que tu obtiens. Est-ce que oui ou non, tu gagnes de l'argent ? Et franchement, je ne veux pas que tu crois que je suis meilleur que toi. J'ai quelque part un peu le même problème avec mes loyers. Moi, quand je me suis lancé sur Internet, j'ai attendu 1 an avant de lancer un produit. Quand j'ai lancé mon premier produit, j'ai fait 3 000 € en 1 semaine. Je peux en parler, moi, je n'ai pas de problème avec mes chiffres. Et en fait, si tu veux, c'est vrai que 3 000 € en 1 semaine, je me suis dit, bon ben voilà, je tiens quelque chose, mais j'ai attendu 1 an. Et c'est un peu à cause de mes loyers qui ont généré le même problème que les aides sociales, c'est-à-dire que parfois cet avantage est un inconvénient parce que je me repose sur mes lauriers, c'est-à-dire qu'à des moments, voilà, je me laisse un petit peu aller. D'ailleurs, pour être très franc avec toi, moi, une de mes stratégies vis-à-vis de mes entreprises, de mes sociétés, c'est que je me refuse toujours à utiliser mon argent pour le mettre dans une de mes sociétés. Parce qu'en fait, si je commence à faire ça, là, je pars à volo dans n'importe quoi, ça n'a plus aucun sens. Alors qu'après, quand je lance une entreprise, je vais mettre de l'argent. Là, c'est pas pareil pour la création, c'est normal de mettre de l'argent. Mais je ne veux jamais soutenir une de mes sociétés avec mon argent personnel parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. Après, par contre, là où je vais mettre de l'argent personnel, c'est si par exemple, je vais racheter une entreprise ou si j'ai de l'apport à mettre, là, c'est pas pareil. Mais si par exemple, ma société va mal, je fais en sorte de faire repartir l'activité avec le travail et pas avec le capital parce que, en fait, si tu fais ça, tu vas pas prendre toujours les bonnes décisions, tu vas pas forcément poser le bon diagnostic sur la situation et j'insiste vraiment sur le diagnostic parce que c'est important. Si tu te plantes sur le diagnostic, tu te plantes sur la cause du problème. Du coup, tu vas lancer des actions qui n'ont pas de corrélation avec le problème et du coup, tu ne résous rien. Ça revient un petit peu pour te donner une image parce que j'aime bien donner des images. On va dire que tu as une société qui a un essoufflement au niveau de son chiffre d'affaires. Tu analyses le problème comme venant de sa situation géographique. Tu déménages la société parce que tu as analysé ce problème. La société, en fait, ne va pas mieux parce que le problème ne venait pas de là.
Et du coup, tu n'as pas mené les bonnes actions et du coup, ta société fait faillite ou pire, elle se comporte, enfin voilà, ça envenime la situation et du coup, tu as fait tout ça pour rien. Donc ça te montre que le diagnostic, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Il faut faire un état des lieux de sa situation, voir ses capacités, voir ce que l'on est prêt à faire, à ne pas faire pour avancer vers le résultat que l'on convoite et pas passer à côté des actions qu'on a à mener pour atteindre l'objectif. Car si vous n'accordez pas de valeur à la richesse, vous ne parviendrez jamais à vous enrichir. Parce que l'argent circule dans notre société dans un sens bien précis. Il part de ceux qui lui accordent le moins d'importance pour aller se loger dans les poches de ceux qui lui accordent le plus d'importance. Vous devez donc accorder plus d'importance à la création de richesse qu'à vos dépenses. Vous devez accorder plus d'importance au fait de servir les gens plutôt que de leur demander de l'aide. Et vous devez être capable de vous consacrer à quelque chose qui est vraiment en accord avec vos valeurs. Sinon vous ne durerez pas dans le temps. Si vous ne respectez pas ces principes, vous ne parviendrez pas à créer un élan et à persévérer pour atteindre vos objectifs financiers. Les personnes qui réussissent sont prêtes à étudier et à faire des recherches de manière constante, parce qu'elles accordent de l'importance à la création de richesses. L'argent, c'est important. C'est pas primordial, c'est important. Et le comprendre, c'est déjà avancer dans son projet financier. La plupart des gens, en fait, ont des problèmes de valeur et de jugement avec l'argent. Ils le placent au mauvais endroit, du coup ils ont de mauvais avis sur la question, du coup ils s'en mêlent les pinceaux et ils croient que le montant qu'il y a sur leur compte en banque, c'est la valeur qu'ils représentent dans la vie. Et oui, il n'y a personne qui dit ça à voix haute, mais la façon de réagir de certains me laisse penser que c'est ce qu'ils pensent. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est très justement dit ici. C'est une question de priorité. Quelles sont tes priorités? Et si l'argent, c'est le cadet de tes soucis, la dernière de tes priorités, mais devine quoi mec, tu n'auras jamais de fric. Et c'est pas nouveau, en fait tu le sais au fond de toi. Et est-ce que ça t'apporte du bien-être de ne pas avoir d'argent? Je ne pense pas. Et est-ce que d'avoir de l'argent, ça n'est pas compatible avec le fait d'avoir de l'amour, du bonheur et la santé? Non plus, il n'y a personne qui a dit l'inverse. Donc pourquoi le mettre en dernier? En fait, l'argent doit faire partie de tes top priorités. C'est quelque chose dont tu auras besoin, que tu le veuilles ou non. Et même si tu détestes l'argent, malheureusement, même dans ta relation de couple, ça sera utile pour faire des voyages, te faire plaisir, changer d'air. C'est des trucs, malheureusement, on en a tous besoin à un moment donné ou à un autre. Et du coup, pourquoi se fermer la porte? L'argent est une vraie compétence que l'on ne doit pas écarter, pour laquelle on ne doit pas se dire non, c'est pas utile, etc. Tu dois y apporter une considération de la même manière que tu considères ta femme ou ton mari, tes enfants. Et regarde, c'est un très bon exemple d'ailleurs que je bascule un petit peu là-dessus. Quand tu te mets avec ta femme, tu aimes ta femme et tu l'aimes d'amour. Puis un jour, tu vas avoir des enfants, ou ton mari, peu importe, tu l'aimes d'amour. Puis un jour, tu vas avoir des enfants et là, tu vas te rendre compte d'une chose qui est magnifique, c'est que tu as assez d'amour pour aimer tes parents, ta femme et tes enfants. Et c'est dingue parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas vécu ça, on s'en rend pas compte. Puis un jour, tu vas peut-être avoir un deuxième enfant. Et là, il va se passer un truc. Mais alors vraiment miraculeux, tu as toujours assez d'amour pour aimer tout le monde. Et en fait, tu as assez d'amour pour aimer 5 enfants si tu en as 5. 2 si tu n'en as que 2. Et 1 si tu n'en as qu'un. Ou 3 si tu en as 3, peu importe. Parce qu'il y a tes parents, tes grands-parents et les personnes que tu aimes autour de toi. Mais en fait, c'est pareil avec l'argent en fait. Tu peux aussi aimer l'argent en fait. Et c'est pas honteux en fait. C'est pas sale, tu vois. C'est pas grave. Tu peux aimer l'argent pour ce que ça te procure. Par contre, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que le manque d'argent rend fou les hommes. Et quand je dis les hommes, c'est au sens large. Les femmes aussi, tu vois. C'est pas une question de sexualité. C'est une question simplement que on est tous pareils à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu manques d'argent dans ton couple ou dans ta vie, ça finira par éclabousser ton quotidien d'une manière ou d'une autre. Et je ne te souhaite pas de manquer d'argent. J'essaie juste de te montrer qu'en fait, tu peux très bien avoir de l'argent dans ta vie sans que ça pose de problème à ta vie. Il y a des gens qui essayent de te dire « Ah oui, mais si t'es riche, tu seras malheureux. » Non, pas du tout en fait. Comme l'a dit très justement un jour, je crois que c'est Robbie Williams, ou c'est Jimmy Carrey, je ne sais jamais, c'est un des deux. Je crois que j'aimerais que tout le monde soit riche pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce n'est pas la solution à tous les problèmes en fait. Le fait d'avoir de l'argent, c'est juste un facteur parmi tant d'autres, que tu développes ou pas. Et la question que j'essaye de te poser là, c'est pourquoi tu ne le développerais pas en fait? Pourquoi tu ne le ferais pas passer en top priorité de ta shopping list en fait, au lieu de je ne sais quel achat débile que tu as en top priorité de cette putain de shopping list, pardon pour la vulgarité. Donc en fait, je vais te le dire une dernière fois, fais de l'argent une de tes priorités et t'en auras. Ne t'en occupe pas, mais ne sois pas surpris si t'en manques. À l'âge de 11 ans, Warren Buffett avait déjà lu tous les livres de la bibliothèque de sa ville d'Omaha. Il était déterminé à obtenir des résultats rapidement.
Les personnes qui s'engagent réellement dans la constitution d'un patrimoine font des recherches, étudient et recherchent des mentors afin de mettre en application leur savoir en mettant en place des stratégies d'épargne et d'investissement. Elles essaient constamment d'aider le plus de monde possible afin que leur business prospère. Ce qui se passe, c'est que chaque être humain vit selon un ensemble de priorités, un ensemble de valeurs. Chacun définit les choses qui sont les plus importantes et les choses qui sont les moins importantes à ses yeux. Lorsque vous vous fixez des objectifs qui sont en accord avec vos valeurs les plus importantes, vous devenez tout à coup une personne extrêmement rigoureuse et d'une imparable efficacité. C'est à ce moment-là que l'être humain devient le plus reconnaissant, le plus résilient, le plus discipliné et surtout le plus épanoui dans sa vie. Chaque fois que vous essayez d'agir selon des valeurs qui ne vous correspondent pas et que vous vous mettez à agir à travers les valeurs d'autres personnes, vous vous mettez à procrastiner. Vous devenez hésitant et vous devenez, par la force des choses, victime de votre histoire et non maître de votre destin. C'est vraiment très intéressant tout ce qui est décrit ici parce qu'il nous démontre tout simplement le chemin que tout le monde devrait suivre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en gros, approprie-toi ou plutôt trouve tes propres valeurs. Ces valeurs, en fait, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Il doit y en avoir qu'une. Et ensuite, en découlera un engagement sans faille. Et tu vas découvrir la résilience. Il prend l'exemple de Warren Buffett en te disant il voulait avoir des résultats rapides au niveau financier. Il a fait tout ce qu'il fallait pour les obtenir. Et c'est un petit peu la même chose avec toi. Quelles sont tes valeurs? Alors moi, j'aime pas trop quand il y en a plusieurs. J'aime bien quand il n'y en a qu'une. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et une fois que tu as défini ce que tu voulais vraiment, si tu le veux vraiment, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça se réalise. Et c'est ça que tu cherches, ni plus ni moins. Alors oui, je sais que parfois les parents vont nous dire fais des études pour tel résultat. Et comme il le dit très justement, en suivant les valeurs d'un autre, c'est là que tu vas commencer à te perdre. Parce qu'en fait, tu ne suis pas ta propre voie. Tu suis celle que l'on t'a donnée, celle sur laquelle on t'a orienté. Malheureusement, je suis obligé de le dire, parfois on est obligé d'en passer par là pour trouver ce qui réellement nous anime. Et c'est pas grave en fait, prends ton mal en patience. Si tu m'écoutes et que par exemple tu vas à l'école et que tu n'as pas envie d'y aller parce que tes parents t'ont obligé d'y aller, ou même si tu m'écoutes et que tu as un travail qui te saoule mais que tu ne peux pas en changer pour l'instant, tout ça, ça n'est pas grave. Ça n'est que provisoire dans la mesure où tu as un plan. Et ça aussi, il l'a précisé, hein, un plan financier. La plupart des gens n'ont pas de plan financier. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a aucune situation qui est irrémédiable dès l'instant qu'il y a un plan derrière qui est accroché à cette situation. Dans mon bouquin Devenir riche sans argent, je te raconte un peu mon histoire et je te raconte qu'à un moment donné, je suis allé vendre des chaussures. Je t'invite vraiment à lire ce passage parce que pour moi, il est mémorable. J'ai vécu à la fois le meilleur moment et le pire moment de ma vie, mais c'était réellement à la fois, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais j'avais un plan en fait. Et j'ai accepté cette situation que parce que je savais que ça ne durerait pas. Et ta situation à toi, pour l'instant, elle est peut-être indéfinie parce que malheureusement, tu n'as pas de plan. Mais dès l'instant que tu vas avoir un plan, elle devient provisoire. Parce que quand tu as un plan, tu vas avoir une force qui va t'animer, tu vas mettre en place des actions qui vont amener des résultats. Chaque résultat va t'approcher de ton objectif et quand l'objectif va se réaliser, tu vas démissionner, tu vas évoluer, tu vas changer. C'est ce que je te souhaite. Et sache une chose, c'est que l'argent permet de changer ton quotidien. Et tout à l'heure, je te disais que c'est important, c'est suffisamment important pour changer ton quotidien. Tu as de l'argent, tu n'aimes pas ton travail, tu peux changer de travail. Tu as de l'argent, tu n'aimes pas ta maison, tu peux changer de maison. Tu as de l'argent, tu n'aimes pas ta voiture, tu peux changer de voiture. L'argent peut changer ton quotidien. Il est suffisamment important pour avoir cette hauteur d'influence dans ta vie, donc tu dois lui donner l'importance qu'il mérite pour avoir de l'argent, pour pouvoir changer de vie. Donc prenez du temps pour observer comment les gens remplissent leur journée. Observez ce sur quoi ils sont disciplinés et concentrés. Observez les domaines dans lesquels ils sont les plus organisés. Regardez dans quoi ils dépensent le plus d'argent. Analysez ce qui leur donne le plus d'énergie. Essayez de savoir ce à quoi ils pensent et écoutez attentivement ce dont ils parlent entre eux. Observez également par quoi ils sont inspirés, quels sont leurs objectifs, qu'aiment-ils apprendre. En établissant la moyenne de toutes ces informations, vous arriverez généralement à identifier un ou des domaines afin de leur apporter de la valeur. Si vous parvenez à faire une introspection lucide sur vous-même et que dans le même temps vous parvenez à répondre à ces questions, alors vous découvrirez ce pourquoi vous êtes destiné. Vous découvrirez la chose qui vous fera vous lever de votre lit chaque matin sans aucune difficulté. Vous serez même heureux de vous lever. Quel est le terme qui est revenu le plus souvent dans cette longue phrase, dans cette tirade qu'il vient de nous faire et surtout, même quand il n'en parle pas, qui se reproduit, qu'il doit être reproduit pour atteindre un résultat? Ouais, je sais que tu as trouvé, c'est le verbe, observer.
l'observation. Et pourquoi il te parle d'observation? Pourquoi il te parle d'être autant, on va dire, concentré sur les activités de ceux qui t'inspirent, de ceux qui réussissent, de ceux qui ont de l'argent et de les observer? Pourquoi il insiste là-dessus? Parce qu'en fait, on apprend par mimétisme. Et surtout, on apprend bien plus en observant ce que font les personnes qui ont les résultats que l'on convoite que en critiquant et en se refermant sur soi-même dans son coin. Donc la question, je te la pose, as-tu déjà observé ce que font les personnes qui ont de l'argent? Et quand je parle d'observation, je parle même plutôt d'une étude approfondie. Est-ce que tu as déjà étudié un riche? Est-ce que tu as déjà pris le temps de prendre le profil d'une personne et de rentrer en profondeur dans cette personne? La vérité, c'est que très peu d'entre vous l'ont fait. Alors, vous avez de la chance, ceux qui me suivez depuis longtemps, vous savez que je le fais avec des entrepreneurs. Vous savez que je suis en train de le faire avec un entrepreneur et que ça va être épique. Mais je vous invite à le faire vous-même. Parce que moi, je le fais, mais j'y passe un temps monumental là-bas derrière. Vous ne voyez pas le travail, vous, en fait. Vous avez le résultat pré-mâché. Mais le faire soi-même, ça implique encore de nouvelles compétences qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, je vais te le dire, parce que je suis assez cash là-dessus. Pourquoi je fais ces podcasts, à votre avis? C'est pas que pour vous, les gars. C'est aussi pour moi. J'apprends autant que vous avec ces podcasts. Et quand je vous rencontre, je vous le dis et c'est vrai. Parce que ce travail de recherche que je fais m'a déjà rapporté de l'argent, a déjà eu des conséquences non négligeables sur ma vie et m'a montré des aspects de ces personnes, parfois que je ne vous ai pas dit, parfois que je n'ai pas eu le sentiment de vous dire. Parce qu'en fait, j'ai fait ce travail et j'ai des milliers de choses à vous dire et je vous dis le plus intéressant, ce qui va le plus vous impacter, j'espère. Mais si vous le faites, ça va être encore plus profond. Donc, vous devriez vraiment vous concentrer sur un entrepreneur, une personnalité qui vous inspire et faire un vrai travail de recherche sur elle, vraiment profond. Lire tous les livres, regarder tous les contenus qu'ils ont pu produire, les sélectionner. Essayez de faire ni plus ni moins que les podcasts que j'ai pu faire sur certains de ces entrepreneurs et vous verrez que derrière tout ça, c'est colossal ce que ça représente en compréhension et en impact que ça peut avoir sur vos vies à vous. Donc vraiment, je vous incite à bien faire ce qu'il dit, c'est-à-dire à observer, mais derrière aussi à appliquer pour que vous puissiez apprécier les conséquences de ce travail. Tout individu qui se fixe des objectifs qui sont pleinement alignés avec ses valeurs les plus élevées a la plus grande probabilité d'être spontanément inspiré le matin, pour se lever et accomplir de grandes choses. Donc si vous êtes un entrepreneur qui travaille dans un domaine qui a du sens pour vous, alors vous ne manquerez jamais d'énergie. Ça, c'est un point qui a souvent été abordé par Warren Buffett. Bill Pollock, qui est le fondateur de Drake International, a dit un jour: depuis 1951, depuis que j'ai trouvé ce que j'aime faire, je n'ai plus jamais travaillé un seul jour de ma vie. Bon, alors deux choses. Je vais commencer par la première sur l'énergie, quand il parle du niveau d'énergie avec le fait que tu fasses un travail que tu aimes, du coup tu auras de l'énergie le matin quand tu te réveilles. Bon, ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, ce qu'il dit est vrai et j'ai pas du tout envie de rajouter des éléments. Par contre, pour l'énergie, je voudrais ajouter un autre point qui n'est pas abordé ici, c'est le sport. Je voudrais que tu saches qu'en faisant du sport, tu vas quand même dégager. Alors au départ, tu vas perdre de l'énergie, puis tu vas dépenser ton énergie. C'est un paradoxe parce qu'en fait, en faisant du sport, tu vas te tonifier. Cette tonification va faire que sur le long terme, tu auras plus d'énergie. Et franchement, c'est un aspect qui est très sous-estimé par beaucoup de personnes. J'incite vraiment tout le monde à faire du sport. Moi, j'ai arrêté 2 fois dans ma vie, 2 longues périodes d'arrêt que j'ai vécues. Les 2 longues périodes d'arrêt, à chaque fois quand j'ai repris, je me suis dit mais jamais j'aurais dû arrêter. Là j'ai repris, tu vois, je sors d'une longue période d'arrêt de sport. C'est une énorme erreur de ma part. Et à chaque fois je refais la même erreur parce qu'après je suis happé par mes activités. Je suis quelqu'un de très passionné, donc je peux vite être, trop concentré sur quelque chose et du coup délaisser tout le reste pour la chose en question. Et c'est une énorme erreur. Fais du sport parce que c'est vraiment une source d'énergie qu'on néglige, une source de longévité, de santé. Enfin bref, c'est un bienfait qui ne doit jamais sortir de notre vie et qu'il ne faut pas que tu laisses sortir. Donc raccroche-toi au sport, c'est important et je ne le dirai jamais assez. Deuxième élément que je veux aborder, cette notion de passion. J'ai été passionné, je n'ai jamais pu travailler un jour de ma vie. J'ai un avis très paradoxal sur le sujet. Un coup je suis d'accord, un coup je ne suis pas d'accord. Je pense que la passion, ça fonctionne dans la mesure où ta passion, elle est monétisable et qu'elle se convertit en argent. Et je pense malheureusement que si tu as une passion qui n'est pas monétisable en argent, c'est une énorme erreur et que donc tu dois absolument valider avant de commencer, eh bien finalement le fait que ce que tu veuilles faire soit monétisable, enfin, que tu puisses en tout cas en tirer bénéfice. Parce que si jamais
Je te l'ai dit plusieurs fois déjà et je le répète parce que je m'en rends vraiment compte. C'est plutôt un avertissement en fait. Mais si jamais ta passion ne te rapporte pas, tu finiras par la détester. Alors qu'à l'inverse, si tu fais quelque chose que tu détestes mais qui te rapporte énormément d'argent, tu finiras par être passionné. Et ça, c'est difficile à entendre et à comprendre parce qu'on a tous envie de croire à ce truc qui consiste à dire tu fais ta passion et tu ne travailleras plus un jour de ta vie. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple et toutes les passions ne rapportent pas autant d'argent. Et si ta passion vient à créer un manque, finir par détester ta passion, c'est triste. Donc vraiment, assure-toi avant de te lancer dans ta passion que ta passion puisse te rapporter bien plus que le minimum vital au risque de perdre ta passion. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. J'espère que tu as compris ce dernier message. C'était vraiment important pour moi de te le préciser. Vous savez, l'animal a toujours une impulsion lorsqu'il voit une proie, qui est liée au plaisir, et un instinct pour fuir le prédateur, qui est quant à lui relié à la douleur. Donc notre nature animale a besoin de motivation, mais notre vraie nature, notre nature humaine, celle qui active le télencéphale dans notre cerveau, qui est le centre exécutif du cerveau et qui nous permet d'être une personne apte à prendre des décisions, alimente cette réaction douleur-plaisir de l'animal qui est en nous et qui nous permet de fonctionner à partir d'une mission intérieure qui nous permet d'être transcendés et d'accepter la douleur, le plaisir, les défis, les difficultés. Toute paire d'opposés complémentaires que vous rencontrez au cours de votre route peut vous amener à changer la destination de votre voyage. Bon, j'ai coupé un gros passage parce qu'il était long et que j'avais pas envie de rentrer dans ces considérations de valeur. Là, j'ai gardé la fin pour quand même t'expliquer la notion de ce qu'il essaye de véhiculer, qui est peut-être un petit peu complexe quand même à comprendre. En gros, il explique qu'il y a des personnes qui ont besoin de motivation extérieure pour faire fonctionner leur intérieur. Et puis, il y a des gens qui ont des motivations intérieures qui font bouger tout leur extérieur avec leur motivation intérieure. Et il conclut en disant que si tu fais partie de ceux qui ont besoin de l'extérieur pour motiver l'intérieur, en fait, en gros, tu es perdu et tu n'as pas de valeur. Je te le fais vraiment très court, mais c'est presque ça. Et si tu as ta motivation intérieure qui drive tout le reste, c'est bon, tu as trouvé tes valeurs et roule ma poule, tu vas être riche. Donc la vidéo de base, au cas où tu veuilles la voir, parce que tu as envie de tout entendre, comme je coupe ces vidéos, je comprendrai. Donc ça s'appelle « Voici la stratégie que tous les riches utilisent pour s'enrichir ». D'accord ? Et en gros, moi, ce que je veux juste ajouter maintenant, et plutôt souligner par rapport à ce qu'il est en train de dire là, c'est que premièrement, intérieur, extérieur, la vraie métrique derrière tout ça, c'est malgré tout la capacité que tu vas avoir à fournir un travail dans le domaine cible. Parce que ça peut être compliqué pour toi de te dire qu'est-ce que je dois faire. Peut-être que tu es là et tu dis oui, bon, ok, je comprends tous les principes que tu véhicules dans toutes tes émissions, Nicolas, machin, j'arrive à comprendre, mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Et c'est vrai que le premier problème que la plupart des gens vont avoir, c'est de ne pas savoir quoi faire. Et la métrique, l'élément que tu peux le mieux évaluer pour savoir si tu es dans la bonne voie, c'est la force de travail que tu peux déployer dans le domaine qui t'intéresse. En gros, lui, il te parle de motivation interne et externe. Moi, je vais dire simplement que si déjà, sans salaire, tu es capable de travailler sur un sujet d'arrache-pied parce que tu as l'intérêt, tu as la curiosité dans le domaine activité en question et tu as ce petit truc qui te titille, qui t'oriente vers ce truc-là. Et tu vois très bien de quoi je parle. Moi, quand j'étais gamin, j'étais passionné par les dinosaures. Je pouvais lire tous les livres de dinosaures. Il n'y a rien qui m'aurait arrêté. Tu m'aurais mis une conférence la plus chiante du monde alors que je n'étais pas capable d'écouter un prof. Tu me pouvais mettre n'importe quelle conférence sur les dinosaures, j'allais tout écouter en fait. J'étais tellement passionné par ça qu'il n'y avait rien qui m'arrêtait. Mais tu vois, cette espèce d'attrait intense pour un domaine d'activité, quand tu le découvres te concernant sur le domaine qui te touche le plus, tu tiens quelque chose. Ça doit être ta boussole. C'est ça qui doit t'orienter vers ce domaine. Et à partir de là, tu vas comprendre cette notion d'interne et d'externe. Parce qu'en fait, tous les trucs qui t'emmerdent à mourir de manière générale dans la vie, pour ce domaine d'activité, bizarrement, ça ne t'emmerdera pas. Tu vas les faire même normalement. Tu vas dire « Ah ben non, mais moi, j'ai pas vu le temps passer. Ah bon, c'était aussi dur que ça pour toi ?» Mais oui, parce que toi, tu es passionné et pas moi. Et en fait, c'est ça que tu cherches. C'est un bon indicateur du sujet vers lequel tu dois t'orienter. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'orienter et ils devraient se fier vraiment à cette passion qui les anime pour des domaines d'activité tout autant variés qui nous concernent les uns les autres, mais tu vois ce que je veux dire, vers lesquels on est attiré. Et une fois que tu as trouvé ça, tu vas pouvoir t'engager à corps perdu. Et note d'ailleurs, j'ai coupé le long passage, mais là tu vois le mec, on voit qu'il est passionné par la psychologie humaine et tout. Quand il parle, on voit que c'est un mec qui a vraiment bien analysé son parcours et les facteurs de sa réussite parce qu'il en parle avec une manière dont on comprend qu'il s'est éduqué sur le sujet. Ça te montre aussi des traits de personnalité qui sont notamment par exemple ces recherches intenses que l'on peut fournir dans des domaines qui nous intéressent,
qui sont un point commun à tous ceux qui arrivent à s'enrichir. Donc finalement, quand tu vois que tu arrives à te documenter et à prendre des renseignements profonds sur un sujet, déjà là, tu as un élément qui t'oriente vers des sujets vers lesquels tu dois t'axer pour arriver à générer de l'argent et à t'épanouir et à te développer personnellement. Une attente irréaliste est quelque chose que vous avez l'intention de faire et qui défie les lois de l'univers. Si votre but est de flotter entre deux bâtiments, ça c'est une attente irréaliste. Si vous vous attendez à faire quelque chose qui ne fait pas partie de vos valeurs et qui n'a pas de sens pour vous, vous aurez tendance à abandonner ou à attendre d'un autre être humain qu'il fasse quelque chose qui ne respecte pas les lois de l'univers. Car chaque être humain prend des décisions en fonction de ce qui lui apportera le plus grand avantage par rapport au désavantage. La plus grande récompense par rapport à un risque pour ses valeurs les plus élevées. Donc si vous vous attendez à faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour vous, vous finirez par vous autodétruire. Et vous vous retrouverez avec des symptômes liés à la négativité. Colère et agressivité, blâme et sentiment de trahison, critique et contestation, désespoir et dépression. Tous ces symptômes de négativité que vous avez intérieurement, que certains appellent le discours négatif ou le comportement négatif de soi, est en fait un mécanisme de rétroaction pour s'assurer que vous vous fixez des atteintes réalistes qui sont alignées avec vos vraies valeurs. La chose la plus sage à faire est de commencer par établir des objectifs simples, que vous pouvez atteindre sans trop de difficultés, et de mettre en place des actions pour les atteindre le plus efficacement possible. En suivant ce conseil, je peux vous assurer que votre petite tirelire deviendra un jour une grosse tirelire. Bon, alors je vais être honnête avec toi, j'ai enregistré ce passage plusieurs fois. C'est relativement compliqué pour moi d'arriver à poser des mots sur ce qui vient d'être dit. J'en suis arrivé à la conclusion, après quelques enregistrements quand même, je dois le préciser, qu'il serait peut-être préférable pour moi de te raconter une petite histoire que je vais inventer là maintenant tout de suite. Petite histoire dans laquelle j'espère que tu ne te reconnaîtras pas, mais où j'espère aussi que tu te reconnaîtras. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais je le fais un peu exprès. Et cette petite histoire aura pour objectif d'illustrer un petit peu ses propos. Et c'est l'histoire d'un personnage, on va l'appeler Paul. Et Paul, en fait, il a un rêve complètement irréaliste. Il veut devenir le milliardaire le plus riche de la planète Terre. Et pour ça, il veut devenir milliardaire à la fin de cette année. Oui, oui, tu as bien entendu. Je ne sais pas à quel moment tu écoutes ce podcast, mais là, pour la fin de l'année, il va devenir le milliardaire le plus riche de la planète. Sachant que Paul, bien évidemment, n'a rien. Mais rien du tout. Il a pris cette décision après avoir écouté une vidéo de motivation sur Internet. Il est sûr de son coup. Il a décidé, voilà, c'était ça devient sa top priorité. Et à partir de maintenant, il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et le problème, c'est que, bien évidemment, Paul ne va pas arriver à être le milliardaire le plus riche de la planète à la fin de l'année, puisqu'il va enchaîner les mauvaises décisions, en conséquence de quoi il va finalement détester les riches. Et il va tellement détester les riches qu'à la fin de sa vie, Paul finira triste et malheureux. Bon, ça c'est un petit peu abusé, la fin de mon histoire, mais j'avais envie que ça finisse comme ça. C'est amusant parce que cette petite histoire, pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que d'abord, Paul, il a eu des attentes irréalistes vis-à-vis de lui-même et surtout, il a posé un mauvais diagnostic sur la situation parce qu'il s'est dit qu'il allait devenir milliardaire à la fin de l'année alors qu'il n'avait même jamais été à son compte. Paul était salarié. Il n'avait même pas d'économie, c'était un dépensier compulsif et il s'est mis un objectif inatteignable, hors de portée, sans même à une seule seconde avoir douté du fait qu'il puisse l'atteindre à un quelconque moment. Pour lui, il était évident qu'il allait devenir milliardaire. Sauf que ce n'est pas parce qu'il l'avait décidé qu'il allait le devenir. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup trop de gens ont un point commun avec Paul, c'est qu'ils attendent immédiatement un résultat bien trop élevé par rapport au point où il se situe vis-à-vis de l'objectif qui se fixe au départ. J'espère que tu as suivi la phrase ou alors tu te la repasses parce qu'elle était bien dite, elle était claire, mais elle est un peu compliquée à comprendre. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont définir un objectif sans se dire une seule seconde que l'objectif est irréaliste, mais en plus, ils sont convaincus qu'ils peuvent y arriver, et à la fin, quand ils ne l'atteignent pas, ils sont déçus, ce qui n'a pas de sens. Et la réalité, c'est que, on l'a vu au début de cette émission, je te l'ai dit tout à l'heure, mais on l'a vu au début de cette émission, un objectif simple, basique et réalisable est souvent la meilleure des décisions que tu prendras jamais pour ta vie. Et je vais même aller plus loin que ça. Moi, je pense que la première chose que tu dois faire, elle doit être ridicule. Ouais, tu as bien entendu. Je pense que quand comme ça, tu veux changer ta vie, avoir des résultats financiers, tu ne dois pas chercher à gagner directement 1 000 € ou 2 000 €, même si c'est ce qu'on voudrait tous. Je pense que tu dois te dire, je vais essayer de gagner 1 euro.
comment je vais gagner 1 euro. 1 euro, dans n'importe quel domaine du monde, ça ne doit pas être très compliqué à gagner quand même. Et je pense volontairement que ton premier objectif, en plus d'être très simple, il doit être extrêmement bas. Et pourquoi il doit être bas? Parce que si tu arrives à gagner 1 euro rapidement, puis 10, puis 20, ce qui est un coefficient multiplicateur relativement énorme, si tu arrives à faire ça, ben déjà, tu vas te rendre compte du chemin que tu vas avoir à parcourir pour faire 20 milliards. Parce que si tu fais 20 euros dans une journée, tu es très loin de faire les 20 milliards à la fin de l'année. Et ça te montre que même si ton coef de multiplication est de 20 et que si tu l'appliques sur 1 million, ça te fait avancer très vite, c'est pas pareil de faire x20 sur 1 euro que de faire x20 sur 1 million. Parce que les verrous psychologiques que tu vas devoir dépasser pour faire x20 sur 1 million, c'est absolument pas les mêmes que les verrous psychologiques que tu vas devoir dépasser pour faire x20 sur 1 euro. Et si tu arrives à comprendre cette mécanique que je suis en train de te décrire ici, tu comprends un petit peu ce qu'il est en train de t'expliquer dans cette émission, où finalement il est en train d'essayer de te montrer que le plus gros problème des gens, c'est eux-mêmes, bon ça tu l'avais compris, mais c'est aussi les valeurs qu'ils choisissent, les objectifs qu'ils se fixent et les délais qu'ils ne calculent jamais. Oui, tu as bien entendu. Les délais, vous ne les calculez jamais. Parce que quand tu me dis « je vais être milliardaire à la fin d'année », ben, tu n'as rien calculé. Quand tu me dis « je vais être indépendant financièrement dans 2 ans », ben, tu n'as rien calculé. Et en vérité, les délais, personne ne les calcule jamais, moi y compris. On est toujours tous soit en retard, soit en avance. Quand on est en avance dans les matières financières, c'est plutôt bon signe. Comme on est très souvent tous en retard, c'est parce qu'on ne les calcule pas. Parce que c'est très difficile à évaluer. Il n'y a que l'expérience qui va t'apprendre à les évaluer. Donc, revois toujours tes objectifs à la baisse. Essaye de te fixer des objectifs, surtout au début, ridicules. Non pas parce qu'ils sont ridicules que je te demande de les fixer, mais pour qu'ils soient réalisables. Parce que tu n'imagines pas à quel point c'est important de réaliser ces premiers objectifs. Et quand tes premiers objectifs, c'est de gagner 1 euro, même si tu gagnes que 1 euro, il ne tient qu'à toi de rajouter les zéros qui vont s'aligner derrière et d'encaisser les grosses sommes d'argent que tu rêves d'encaisser dès le départ. Sauf que, soyons honnêtes, ce n'est pas au départ que tu vas les encaisser, ces grosses sommes. Tu comprends? Donc voilà, c'est un peu abrupt, mais c'est nécessaire de le préciser parce que beaucoup trop de personnes s'égarent dans des considérations qui les font littéralement abandonner leurs objectifs. Et l'abandon, c'est la pire des décisions financières. Magnéto, Patrick. Non, c'est l'inverse. Patrick Magnéto. Vos petites actions peuvent vous permettre d'accomplir de grands rêves. Parce que si vous arrivez à vivre en accord avec vos valeurs les plus élevées, vous aurez alors une plus grande probabilité d'atteindre vos objectifs. Et vous refuserez catégoriquement d'abandonner, malgré les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Donc si vous vous fixez des objectifs qui sont cohérents, qui ont vraiment du sens pour vous, et que vous commencez à les décomposer en petites étapes, vous finirez tôt ou tard par manifester des résultats, parce que vous aurez une stratégie qui vous aura permis d'atteindre un haut niveau de succès. Je conseille toujours aux gens de décomposer leurs grands projets en petits morceaux, puis de se focaliser exclusivement sur un horizon de temps allant de quelques jours à quelques mois maximum. Si vous restez persévérant vers votre but et que vous effectuez par exemple une action quotidienne qui permet de faire un pas de plus vers la réalisation de votre objectif global, alors tôt ou tard, vous verrez que toute cette stratégie mise en place aura eu un effet positif sur vous et votre projet. La procrastination est la résultante directe de 3 choses. Une vision trop floue, une vision non fragmentée, ce qui signifie que vous voulez vous attaquer à un objectif trop gros, sans le décomposer en objectifs suffisamment petits pour que vous puissiez le réaliser, et dernièrement et pas des moindres, à un non-alignement entre votre projet et vos valeurs. Si vous prenez l'objectif que vous avez et que vous vous assurez d'être aligné avec les lois de l'univers, que vous vous assurez qu'il correspond vraiment à vos valeurs les plus profondes, et la façon de savoir cela, c'est de toujours se demander « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Se poser régulièrement cette question vous aide à établir des bases pour atteindre vos objectifs. Si vous cochez une de ces 3 cases, alors il y a des chances que vous soyez confronté un jour ou l'autre à la procrastination. La procrastination est juste un signal d'alarme, pour vous signifier simplement que votre objectif n'est pas suffisamment clair, défini et décomposé. Alors déjà, ce que tu apprends là, c'est que c'est une addition. Et là, on arrive petit à petit à la fin de l'émission et tout ce qu'on vient de voir s'additionne pour permettre d'atteindre des résultats. Et deuxièmement, je suis désolé de te le dire, mais en fait, le plus gros des problèmes derrière, bon, d'abord, tout ce qu'il vient de dire, on est d'accord toi et moi que c'est vrai et il n'y a pas besoin d'en ajouter plus. Par contre, il y a un autre élément moi que je veux ajouter qui est au moins autant important que tout ça, c'est qu'il y a tellement de gens qui n'y croient absolument pas. La plupart des gens, en fait, vivent en se posant aucune question sur rien. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas un moment où on se dit qu'on peut changer sa situation financière. Il n'y a pas un moment où on se dit, peut-être que je pourrais faire évoluer
mes finances vers des niveaux au-dessus, la plupart des gens se contentent de se dire que seul leur salaire va leur permettre d'avoir un confort de vie meilleur. Mais le salaire, c'est rien du tout en fait. C'est-à-dire que le salaire, c'est juste de l'argent qu'on te donne et tu fais avec. Tu n'es pas obligé d'avoir une augmentation de salaire pour avoir plus d'argent. Et l'énorme erreur que je vois la plus courante autour de moi, c'est que les gens n'ont même pas conscience de ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir un salaire, ça vous ouvre des droits à des crédits, à de l'investissement, à d'ouvrir des PEA à la banque. Vous avez tellement d'outils à votre disposition pour améliorer votre quotidien financier que vous en oubliez même la capacité financière que vous représentez. Vous n'en avez même pas conscience. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience qu'ils ont une capacité financière. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui vont venir me dire « Ah oui, mais Nicolas, moi j'ai un crédit maison, je ne peux plus rien faire. » Mais c'est n'importe quoi. Tu n'es pas paralysé. Je veux dire, il ne te manque pas un bras. Et même s'il te manquait un bras, tu pourrais quand même faire des trucs financièrement. Donc je veux dire, en fait, on se construit une prison d'excuses. Après, on se plaint de sa vie. On voit des gens autour de soi qui évoluent. Après, on nourrit une espèce d'amertume et de jalousie sans aucune raison. Enfin, si, une raison profonde que l'on ose se dire à soi-même qui est que on s'est mis tout seul dans la situation dans laquelle on est et on ne fait rien pour en sortir. La vie passe et puis on est triste et aigri. Et alors, quand tout va pour le mieux, et c'est ce que je vous souhaite à tous, vous restez ensemble et tant bien même vous vous consolez avec l'amour et la situation familiale que vous avez. Et encore que, j'ai envie de te dire, ça n'a presque aucun rapport parce que des séparations, il y en a dans tous les couples et dans toutes les configurations. Mais parfois, ça se passe très mal pour des raisons financières. Parce que, encore une fois, moi je suis désolé de parler comme ça. Les gens vont dire « Ah oui, mais tu ramènes tout à l'argent. » Mais malheureusement, vous savez, quand vous travaillez dans l'immobilier, vous pensez qu'elles viennent d'où les affaires? Des divorces et des décès. C'est pas beau de parler comme ça, mais c'est tellement vrai. Et les divorces, ils viennent d'où? La plupart des gens qui divorcent, alors c'est des majorités dont je parle, bien sûr qu'il y a toujours des cas à part, mais la plupart du temps, c'est quoi? C'est des gens qui ont acheté une maison, ils vont la rénover ensemble parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils s'achètent la maison de leur rêve à rénover, mais ils ne prennent pas de crédit travaux parce qu'ils n'ont pas l'argent, tu comprends? Puis ils la rénovent, puis ils passent leur vie et leur santé dans leur baraque, puis ils font plus rien de leur vie parce qu'ils ont mis tout leur argent et toute leur santé et toute leur vie dans la maison, puis ils finissent de se séparer parce que le train-train quotidien, et puis à la fin, ils se disent oui, c'est la faute du capitalisme et des riches. Aucun rapport en fait, aucun rapport. Je suis désolé, c'est la faute de toi-même en fait qui n'a pas pris en compte le fait que peut-être tu aurais pu vivre une vie différente. Et le pire, c'est que je blâme personne en parlant comme ça parce que personne ne vous en parle, personne ne vous prévient. La vérité, c'est que, encore une fois, je l'ai dit dans cette émission et je le répète, mais occupe-toi de ton argent et tu auras de l'argent, ne t'en occupe pas et tu n'en auras pas. Et je répète ça tout le temps et ça m'énerve, mais c'est vrai. Et le truc, c'est ça, c'est que malheureusement, en fait, la plupart des gens vivent en ignorant leur capacité financière. Ils ne savent même pas qu'ils en ont une. Quand ils s'en rendent compte, certains d'entre eux, il y en a toute une partie qui vont se servir de cette capacité pour s'acheter des trucs consommables, comme il l'a dit au début. Donc je te repose la question, si tu as 10 millions, tu fais quoi avec cet argent? Et la réponse, en fait, elle est très représentative finalement de ton état d'esprit. Et on en revient encore toujours au même sujet. Ce que tu as dans la tête conditionne ce que tu fais avec ton argent, qui conditionne tes résultats financiers. Enfin bref, tu connais la chanson. Et donc malheureusement, le peu qui se rendent compte qu'en fait, ils ont cramer leur capacité financière. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en rendent compte, mais qui s'en rendent compte. Mais ceux-là, il y a ceux qui ont encore l'âge et la santé pour se lancer dans une aventure financière, et tant mieux, et faites-le, il n'y a pas d'âge. Franchement, il y a des gens qui m'écrivent « Oui, j'ai 50 ans, est-ce que tu penses que oui, tu peux le faire, bordel, faites-le » Et tous les autres qui vous en rendez compte jeunes que vous pouvez faire des trucs financièrement, faites-le. Mais ne perdez pas de vue et d'esprit que, et je veux quand même vous le dire, ça va quand même demander du travail, que vous allez devoir passer par des moments difficiles, de l'abnégation, de la résilience. Normalement, si vous avez un objectif qui est clair, défini, ça va vous aider à tenir et à faire front parce que ce n'est pas que des moments faciles. Je ne vais pas vous mentir, il y a des moments très difficiles. Parfois, c'est très long, parfois, c'est très usant. Vous avez envie de vous dire « Putain, c'est quand que ça s'arrête, bordel ?» Mais vous avez votre objectif, il faut tenir bon jusqu'à l'atteindre. Et quand vous allez l'atteindre, vous allez vous fixer un autre objectif parce que vous allez vous dire « Bon, j'ai fait ça, je voudrais faire ça pour arriver à ça. » Ça évolue. Donc ça, c'est pas cool. C'est un petit peu aussi le côté caché de l'iceberg que vous allez découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Il me faut 5 000 euros pour vivre. » Puis vous allez avoir une famille et des enfants. Puis vous allez avoir 10 000 euros. Puis après 15. Il y en a qui vont dire « Oui, c'est une course vers l'avant, ça s'arrête jamais. » Si, ça s'arrête, tu verras, ça s'arrête. Et à un moment donné, ça s'arrête. Mais il y a effectivement une petite évolution à prendre en compte qui rajoute un peu de délai, qui est un petit peu gonflant, mais qu'on fait parce qu'on va au bout et parce qu'il faut le faire. Et après, à l'arrivée, l'important, c'est de ne pas gâcher son potentiel financier. Et l'important aussi, c'est d'avoir un goal, d'avoir une fin, d'avoir un moment où on se dit, voilà,
Là, j'ai atteint un palier et de marquer le coup. Marquer toujours le coup. En ce moment, je répète toujours un petit peu la même chose parce qu'on écoute des émissions qui se ressemblent et en même temps parce que je parle avec des clients, je vois des personnes autour de moi et je pense à des gens quand je fais ces émissions, oui, je l'avoue bien volontiers. Et ça me fout en l'air de voir toutes ces personnes autour de moi qui gâchent leur potentiel, qui passent à côté littéralement, qui n'ont même pas conscience que putain, ils peuvent faire des choses, ils peuvent faire beaucoup de choses et qui ne les font pas. Et je trouve ça tellement dommage parce que tôt ou tard, on finit par se dire si j'avais su. Et en fait, moi, j'ai envie de te l'avoir dit pour que tu puisses dire allez, je vais essayer un petit peu de, comme ça a été dit là, de mener des petites actions. Et de petites actions en petites actions, je vais avoir des résultats qui vont me motiver pour passer à l'étape d'après. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite parce que franchement, il y a une chose qui est sûre, c'est que récolter le fruit de son travail financièrement parlant, ça fait plaisir. Les gens qui pensent que tous les événements qui surviendront au cours de leur chemin vers l'enrichissement se passeront de façon simple et limpide se voilent la face. Tout comme un aimant a deux côtés, vous avez également deux côtés. Et plus vous créez un fantasme qui n'a qu'un seul côté, plus vous vous mettez à déprimer lorsque le résultat ne correspond pas à votre idée de départ. En d'autres termes, soyez sûr que tout ne se passera pas comme prévu. C'est pour ça que je vous ai dit au début de mon intervention que vous devez avoir une immense envie de vous lever le matin et de bosser sur votre projet. Aimer ce que l'on fait est le meilleur moyen d'outrepasser les difficultés. Vous savez, je suis un gars réaliste qui aime se fixer des objectifs réalisables. Je ne suis pas un homme qui est dans la tendance actuelle, qui est de toujours vouloir être positif et de toujours voir le bon côté des choses. Je suis un homme à la pensée équilibrée. Parfois, je vis des bons moments et j'ai un super moral, et parfois je vis des moments compliqués et mon moral est au plus bas. Je crois que les deux côtés de votre personnalité sont nécessaires pour réussir. Ce point-là, il est capital parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop le mettre de côté. Il y aura toujours du négatif et du positif. Et je vais me concentrer là-dessus. C'est la raison pour laquelle tu dois devenir riche. Parce que tu sois riche ou pauvre, finalement, des problèmes, tu en auras toujours en fait. Et par contre, il y a malheureusement une réalité dans laquelle on vit. Moi aussi, je suis quelqu'un d'assez réaliste et je suis désolé de te dire ce que je vais te dire. Mais avec de l'argent, il y a quand même beaucoup de problèmes que tu vas éliminer dans ton quotidien. Mais vraiment. Et je te garantis que, en fait, l'argent ne règle pas tous les problèmes, mais il règle énormément de problèmes. Et si demain, je te disais qu'il existait quelque chose qui pouvait régler 80% des problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie, est-ce que tu ne voudrais pas acquérir au moins quelques compétences pour cette chose en question qui va bien t'aider tout au long de ton existence? Parce qu'il y a aussi un autre encore élément que je vais ajouter par-dessus tout ça, c'est que la vie, elle est courte, mais elle est aussi longue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est longue et courte à la fois. Je pense vraiment que la vie aujourd'hui, elle est un petit peu devenue comme ça. C'est-à-dire qu'on vit jusqu'à moyenne, jusqu'à 80 ans, de 75 à 85 ans pour ceux qui vivent le plus longtemps. Il y en a qui vont au-delà de ça. Il y en a même aujourd'hui, on voit même des gens à 93 ans qui sont en bonne santé. Voilà. Et je suis hyper heureux. Moi, j'aimerais vivre le plus longtemps possible. Et donc, la vie, je le dis en toute franchise, elle est longue et courte à la fois. Et donc, s'il existe un domaine d'activité qui règle 80% des problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir une compétence dans ce domaine? Je te pose la question. La réponse est évidemment que oui. C'est l'argent, mec. C'est l'argent. C'est l'argent qui règle 80% de tes problèmes. Bien sûr qu'il y a 20% des problèmes que l'argent ne réglera jamais. Et je ne suis pas irréaliste au point de dire ça. L'argent ne règle pas les problèmes. L'argent ne fera pas qu'il y aura de l'amour dans ta maison. L'amour, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'argent. La santé, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'argent. Est-ce que tu fais du sport, bordel? Oui ou non? Bon, voilà, fais du sport, c'est tout. T'aimes ta femme? Dis-lui. Voilà, si tu lui dis pas, c'est pas parce que tu as de l'argent sur ton compte en banque que d'un coup, tu vas lui dire avec l'amour dans les yeux, quoi, tu vois. Il faut vraiment que tu l'aimes, quoi. Je peux rien faire pour ça. Voilà, que tu aies de l'argent ou pas, ça changera rien. C'est ok, tu vois, je suis pas débile. Mais par contre, voilà, tu veux vivre dans un autre pays que la France, l'argent peut régler ce problème. Tu veux vivre dans une belle maison, l'argent peut régler ce problème. Tu veux que tes enfants aient une éducation scolaire particulière, l'argent peut régler ce problème. Et voilà, ta voiture tombe en panne et tu as besoin d'une voiture, l'argent peut régler ce problème. Et la liste est longue, hein. Oui, elle est longue, parce que 80%, bordel, 80%. Donc voilà, c'est tout. Oui, l'argent est un point important de ta vie. Et si tu le négliges et tu dis j'aime pas les riches, il faut les taxer, ils sont très méchants, oh, pas bien les riches. Oui, non, non, et ça marchera pas. Devine quoi? Tu n'auras pas d'argent. Et c'est débile en fait. Parce que en fait, même je te dis un truc qui est pire que ça, je m'en fous que tu aimes l'argent ou pas. Apprends la compétence. Apprends la compétence, acquiers la compétence. Et après, si tu veux pas t'en servir, c'est ton problème en fait. C'est pas le mien, tu vois. Mais au moins, essaye de comprendre. Ça pourrait être bien de manière générale. Pour toi. Je dis ça pour toi encore une fois. Ce que j'ai fait pour réussir, c'est que j'ai suivi un certain nombre d'étapes.
L'une d'entre elles était que je prenais le temps de m'arrêter 2 minutes à la fin de chaque journée pour faire le bilan de ce que j'avais fait. Si j'avais eu une journée exceptionnelle et que je pensais vraiment avoir été super productif, que j'étais gonflé à bloc et fier de moi, alors je me demandais « Qui n'ai-je pas eu le temps d'aider aujourd'hui ?» Me poser cette question me permettait de m'auto-réguler, pour revenir au centre de mon projet. Et si j'avais eu une journée difficile, je me demandais « Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Qui ai-je rencontré? À qui est-ce que mes actions ont permis d'avoir une journée plus belle que la mienne ?» J'essayais de trouver le négatif dans le positif et le positif dans le négatif chaque jour. Bon là, il est simplement en train de t'expliquer que tout ce qui se mesure s'améliore. Et donc en fait, il mesure son quotidien pour l'améliorer. Et tu dois l'entendre, le comprendre et essayer de le mettre en pratique dans la mesure où c'est possible parce que, en fait, beaucoup trop de personnes ne mesurent rien, du coup n'améliorent rien et survolent les éléments. C'est pareil, combien je vois de personnes qui n'écrivent pas. J'espère que tu écris. Moi, je suis revenu au format papier. Il y a beaucoup de gens qui sont très surpris quand ils me rencontrent parce qu'ils voient que j'ai un agenda papier, que j'ai toujours un petit carnet sur moi papier dans lequel j'écris, c'est-à-dire avec un stylo, tu vois, à l'ancienne. J'écris pas sur mon iPhone. Et pourquoi je fais ça? Parce que je prends le temps d'écrire. Ça, c'est quelque chose d'important. L'écriture, j'ai réalisé qu'en écrivant les choses, je m'en rappelais mieux et qu'en plus, j'allais ancrer mieux dans mon esprit. Et ça avait des vertus positives, en tout cas moi dans mon quotidien, dans ma manière de travailler, pour ma mémoire et ma façon de me rappeler de ce dont j'avais besoin de me rappeler. Donc c'est à toi après à trouver, je ne suis pas en train de te dire d'écrire sur des feuilles de papier, trouve déjà ton organisation la plus optimale, celle qui te permet d'obtenir les meilleurs résultats et prends l'habitude de mesurer des métriques, des variables, des comportements que tu vas avoir pour justement essayer de les améliorer. Et en t'améliorant, tu amélioreras mécaniquement tes résultats. Il y a une partie mécanique dans l'enrichissement à laquelle on a tous accès, mais pour laquelle, bizarrement, on n'a pas tous envie de s'embêter à travailler dessus. Et ça dénote aussi, là encore, de la réelle volonté des personnes pour l'amélioration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir la critique facile envers plein de choses, mais quand il va être question de réellement s'appliquer à soi-même des valeurs pour s'améliorer, dont notamment par exemple le fait de mesurer et d'essayer d'améliorer son quotidien, mais là il n'y a plus personne qui a envie de faire des efforts. C'est drôle quand même, tu trouves pas? Une des règles que vous devez suivre également est que vous devez vous forcer à épargner. Je n'ai jamais attendu de faire des bénéfices avec mes entreprises pour mettre de l'argent de côté. Pour la simple et bonne raison que dans mon esprit, j'étais la première personne que mes entreprises devaient rémunérer. C'est ce qui me poussait par la force des choses à toujours vouloir augmenter mes bénéfices. Je me suis donc constitué une grande réserve de liquidité, ce qui m'a permis de réduire la volatilité des marchés, d'augmenter la qualité des clients que j'avais et d'augmenter le nombre d'opportunités qui se présentaient à moi. Je me suis assuré que je me concentrais sur ces priorités chaque jour, en déléguant régulièrement les tâches les moins importantes. Car si j'effectuais moi-même ces tâches, je savais qu'il allait être compliqué pour moi de me servir en premier dans mes entreprises. L'investisseur Peter Lynch a dit dans les années 90 « Si vous êtes reconnaissant pour votre travail, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes inspiré par votre vision, et si vous travaillez avec enthousiasme, alors la valeur de votre entreprise ne peut qu'augmenter. Si vous souhaitez acheter des actions, alors concentrez-vous seulement sur les actions dont les caractéristiques remplissent ces 4 principes. Car une entreprise ne peut pas se développer sur le long terme si elle n'est pas fidèle à ces 4 principes. Quand quelqu'un fait quelque chose qui a vraiment du sens pour lui, alors si on lui demande d'abandonner, il continue d'avancer. S'il y a des obstacles, il continue d'avancer. Et même s'il y a des difficultés, il continue d'avancer. C'est la conclusion parfaite. Il parle d'épargne, il parle d'action et il parle de continuer d'avancer quoi qu'il arrive. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que tu dois appliquer dans ta vie. L'épargne. Alors moi, tu sais que j'aime pas le terme épargne. Tu dois mettre de l'argent sur un compte pour investir dans des actions, dans de l'immobilier, dans de la crypto-monnaie. Tu choisis. Ça, j'ai envie de dire, c'est ton problème. Mais tu prépares de l'argent pour placer ton argent. Qu'est-ce qu'il te dit ensuite? Il dit, mais moi, j'ai fait ça et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de mieux me concentrer, de mieux me développer. Il a utilisé son argent pour démultiplier ses facultés dans son entreprise, pour mieux déléguer. Ça, c'est puissant. Je t'invite vraiment à y réfléchir. Je t'invite vraiment à considérer ta situation actuelle et à considérer le fait que peut-être si tu avais plus d'argent, tu ne t'arrêterais pas forcément de travailler, mais tu travaillerais simplement différemment. Est-ce que si tu avais le même travail, mais que tu travaillais différemment, ça ne serait pas différent ton quotidien? C'est-à-dire que si par exemple, tu avais un travail où on élimine, où tu as les moyens d'éliminer ce qui t'embête, ce qui te fait perdre du temps, ce que tu considères le moins dans ton travail et où tu pourrais te concentrer éventuellement sur ce qui
te plaît le plus? Est-ce que tes journées ne seraient pas différentes? Et on revient à ce que je te disais tout à l'heure. L'argent peut régler 80% de tes problèmes. Et encore, ce n'est pas terminé parce que, comme il le dit lui-même, il dit derrière, ce qui est important aussi, c'est de voir le fait que est-ce que ce que tu fais, si tu étais réellement déterminé, tu abandonnerais? Ben non, tu n'abandonnerais pas. Tu continuerais. Parce qu'en fait, ta détermination transpirerait au travers de tes actions et de ton domaine d'activité. Bref, en définitive, ce qui est vraiment intéressant dans l'émission qu'on vient de passer ensemble, c'est que finalement, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour réussir et t'émanciper financièrement. La seule question que j'ai envie de te poser, c'est t'attends quoi en fait? T'attends quoi pour poser des petites actions, des actions qui amènent au résultat que tu convoites? Est-ce que tu as des objectifs financiers? Est-ce que tu t'es posé, tu as pris le temps de regarder si les objectifs financiers que tu as sont les bons à long terme et tu les as redécoupés comme le conseil t'a été donné dans l'émission à court terme pour que tu saches sur quoi tu dois travailler au quotidien. Et surtout, j'aimerais bien que tu te mettes cette idée en tête, tu n'as pas besoin de changer de travail pour gagner plus. Tu n'as pas besoin de déménager, de changer de vie pour gagner plus. Tu as juste besoin de faire avec la situation dans laquelle tu te trouves des améliorations et des réglages pour optimiser l'argent que tu as déjà, transformer les placements et ou ce dans quoi tu le dépenses en investissement pour que tes retours sur investissement te permettent d'aboutir à l'indépendance financière et ou aux objectifs que tu te fixes ou que tu souhaites atteindre financièrement parlant. J'espère que cette émission t'a intéressé. Like, partage, laisse-moi un message ou un commentaire là où tu m'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et au coaching, on travaille sur le projet de ton choix. Voilà, toi et moi. Et en plus, tu vas avoir un enregistrement. Bref, on travaille ensemble. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette émission. Elle corrobore ce que je te répète tout le temps. En dépensant de l'argent, tu finiras par ne plus avoir d'argent. Alors qu'en investissant ton argent, tu finiras par être indépendant financièrement. Je te laisse choisir de quel côté tu te places. Ça ne tient qu'à toi et ça ne tient qu'à de petites actions pour obtenir ce résultat que d'être indépendant financièrement. Tout le monde en est capable dès l'instant qu'il s'en donne les moyens. Et tu en as déjà les moyens. Merci d'avoir écouté l'émission jusque-là et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!